Les marchés financiers, les marchés boursiers, les indices se sont-ils déjà projetés un petit peu trop rapidement, diront certains, dans un monde sans Covid? Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, donc président d'Albatros Capital. On a Wall Street qui enchaîne les records, le Dow Jones qui est à plus de 30 000 points. Depuis ces points bas, ça fait quand même 50% de hausse. On pourrait en dire autant du CAC 40. Est-ce que les investisseurs sont déjà dans l'après-Covid? Oui, ils le sont très rapidement. Il faut peut-être revenir sur le dernier mouvement, celui depuis début novembre. Oui. On lève deux incertitudes. Une, d'une certaine façon mineure, c'est l'incertitude politique aux États-Unis. Oui. Une deuxième, qui est beaucoup plus majeure, qui est l'incertitude sanitaire, c'est-à-dire la perspective de trouver un vaccin. Ah bah c'est pas rien quand même, hein. Et oui, c'est pas rien, Bah puisque moi-même, je disais que jusqu'alors, l'industrie pharmaceutique n'avait jamais trouvé de vaccin en moins de 10 à 15 ans. Là, on a une industrie pharmaceutique, un secteur de la recherche qui a été capable en moins d'une année de trouver à aujourd'hui 3 ou 4 vaccins qui ont de surcroît des taux d'efficacité, alors sur des échantillons faibles, proches de 90 à 95%. Je rappelle que pour la grippe, le taux d'efficacité du vaccin, en moyenne, est aux alentours de 70 à 75%. Et on compte plus quasiment d'un siècle de vaccination contre la grippe. Donc, on a eu des informations qui, du point de vue des investisseurs, justifie cette hausse? Alors, non, pas tout à fait. Mais elle justifie notamment de renverser toutes les positions qui étaient short, c'est-à-dire de gens qui vendaient toute une série de secteurs qui étaient emblématiques d'une phase d'impossibilité d'activité économique, ce qu'on a appelé le purgatoire, c'est-à-dire tout ce qui touche au tourisme, à l'aéronautique, aux interactions sociales non digitales. Tous ces secteurs-là étaient sous le coup de problématiques de bilanciel extrêmement élevées. Donc c'est pas illogique que ce rebond du mois de novembre ait été tiré justement par ces valeurs-là. Voilà, exactement. Mais c'est un effet de soufflet. Il ne faut pas voir dans ce mouvement le retour de ce que souvent j'entends dire sur ton plateau ou sur d'autres, le retour de la value, le retour de l'investissement. C'est pas du tout le cas. Et j'ai une illustration parmi tant d'autres, c'est de prendre la position d'un des plus grands investisseurs value qui existe, qui s'appelle Warren Buffett. Jusqu'à aujourd'hui, il détient toujours dans son fonds Berkshire Hathaway plus de 150 milliards de dollars de cash. Donc, il n'a pas changé sa position tout récemment. Donc, ça veut dire que malgré le mouvement haussier des marchés depuis mi-mars, de son point de vue, il considère que sur le marché américain, puisque c'est essentiellement son territoire d'investissement, mais sur d'autres marchés aussi, il ne considère pas qu'on est dans une situation d'investissement dit de valeur. Tout simplement parce que globalement, les marchés actions à travers le monde sont dans des phases de surévaluation sous le coup de l'action des banques centrales qui ont totalement perturbé la formation des prix, que ce soit les prix des actions ou le prix des obligations souveraines, voire le prix des obligations d'entreprise. Non mais dit autrement, on sait bien qu'effectivement l'action des banques centrales, effectivement avec des taux bas, pousse les marchés actions à la hausse. Il faut dire que, comme rappelé, que les marchés boursiers ne sont pas, on va dire, un baromètre de l'économie réelle. Les marchés financiers se projettent, donc c'est ce qui peut... Voilà, il faut rappeler que même si il y a cette récession très forte, historique en 2020, mais derrière la question, c'est quand on est à 30 000 points sur le Dow Jones, quand on est à 5 500 points sur le CAC 40, Xavier, qu'est-ce que ça sous-entend comme scénario macroéconomique implicite pour 2021 et la suite? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Implicitement, justement, je regardais le consensus en préparant l'émission, ça veut dire que le marché table sur un retour dès 2021 à un niveau de chiffre d'affaires qui est très proche de celui de 2019. Ça veut dire que, c'est totalement, ça rentre en contradiction avec ce que nous disent tous les grands instituts. On peut prendre la BCE, le FMI et d'autres, qui considèrent qu'on aura un retour à la situation qui prévalait en décembre 2019. Plutôt en 2022.
fin 2022. Fin 2022. Et c'est là où le marché commet une erreur. C'est-à-dire qu'il croit que les annonces vaccinales donnent une immunité de groupe dès 2021 et qu'au fond, fin 2021, tout revient comme avant. Comme si on claquait des doigts, quoi. Évidemment, c'est pas le cas. C'est un tremblement de terre. Toi, tu as parlé de récession. Moi, je ne parlerai pas de récession. Je parlerai de dépression. D'accord ? Et quand on parle de dépression, on fait référence à l'épisode historique des années 30. Alors certes, c'est une flash dépression qui dure deux trimestres, 3 trimestres, mais elle va avoir quand même des conséquences bilancielles pour les entreprises comme pour les personnes physiques qui vont être non négligeables. Donc on va avoir des précautions en termes de cash, on va avoir des niveaux d'investissement qui vont être plus faibles, une demande qui va être sous contrainte. Donc on n'est pas Donc dans le scénario implicite des marchés entre en contradiction avec ce que nous disent les grands instituts économiques de prévision, qui pourraient aussi se tromper d'ailleurs. Hein. On ne sait pas dire qui aura raison, on verra bien qui aura raison. Hein. Oui, mais on reconnaît qu'à aujourd'hui, par exemple, on voit bien que rien qu'en termes conjoncturels, on voit bien que sur le 4e trimestre et le 4e trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, on est plutôt dans une séquence de dégradation. Il n'y aura pas plus de vaccins au cours du premier trimestre 2021. Oui, mais les marchés en jambes, c'est 2 trimestres. Oui, mais c'est comme ces personnages de Tex Avery qui sont au-dessus du précipice, qui le franchissent dans un premier temps, puis d'un seul coup, ils regardent en dessous et boum, ils tombent. Et donc, attention à la surévaluation, justement, à laquelle nous assistons, parce qu'elle n'est pas sous-tendue, me semble-t-il. Elle est sous-tendue par des espérances, je ne vais pas le nier, mais elle est en déni d'un certain nombre de tendances profondes. Quand je vois par exemple Euler Hermes qui indique que près d'un quart des entreprises en Europe vont connaître des problèmes de liquidité au cours de l'année 2021, quoi que fasse à ce stade la Banque Centrale Européenne, j'ai du mal à réconcilier. Alors certes, c'est pas que les entreprises cotées, mais j'ai du mal à réconcilier avec la prime de risque du marché action français. En fait, les investisseurs se concentrent surtout sur les bonnes nouvelles, et en même temps, il y en a. Et il y en a. On a un flot de bonnes nouvelles, enfin de nouvelles qui sont source d'espoir et d'optimisme, en tout cas d'espoir, à se mettre sous la dent. Et on les a citées. Oui, mais il ne faut pas nier les impacts délétères de la continuation de la pandémie. On voit des mesures de confinement en Allemagne, on voit qu'en France, ça va être progressif, et on n'est pas à l'abri, je suis désolé, même si je ne suis pas un spécialiste, on n'est pas à l'abri d'une 3e vague. Oui, mais les marchés voient encore plus loin. Xavier, les marchés voient après. Moi, je ne participe pas, je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas vu la pandémie. Souviens-toi de la séquence de début d'année, tu m'avais interviewé, je crois, début février, et j'avais évoqué sur ton plateau la pandémie, ça avait provoqué un léger sourire. Les marchés, à l'époque, balayaient ça d'un revers de main. Donc la valeur prédictive des marchés à aujourd'hui, je pense qu'il faut la relativiser. Encore une fois, la variation que nous connaissons, je parle ça uniquement depuis début novembre, elle est principalement le fait de débouclement de positions de vente à découvert. Elle a été prolongée par des achats de suiveurs, des longues ondes lignes, mais très faiblement. L'essentiel du mouvement, ce sont des débouclements de positions vendeuses à découvert sur des logiques de liquidation en termes d'arbitrage, de dette d'entreprise et de position action. Donc je ne suis pas sûr que c'est une valeur prédictive, et ça a d'autant moins de valeur prédictive que la formation des prix sur notamment les dettes souveraines est totalement perturbée par les politiques de quantitative easing. Ouais. Donc, si tu veux, les primes de risque, alors après, tu peux dire, don't act, Xavier. Écoute, il n'y a qu'à suivre, don't fight the Fed, ne te bats pas contre les banques centrales, ne te bats pas contre la Fed, et suis les injonctions des banques centrales, et auquel cas, tu as raison. Mais que tu me dises, le marché a une anticipation derrière, non, le marché n'a pas d'anticipation. Il est dans le fameux syndrome TINA, there is no alternative. C'est ça qui se passe. Pour entretenir cette hausse, qu'est-ce qu'il faudrait comme bonne nouvelle de plus, un accord sur le plan de relance aux États-Unis, puis à contrario, qu'est-ce qui pourrait, encore une fois, faire consolider les marchés en termes d'infos, de nouvelles infos, et on se quitte là-dessus après? Alors oui, tu as raison, la bonne info, c'est à la fois le plan... le plan baptême de feu pour Janet Yellen, future a priori secrétaire au Trésor américain. Oui, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est quelqu'un qui est quand même du point de vue académique d'un très haut niveau. Donc c'est un point positif, et qu'effectivement un consensus soit trouvé avec le Sénat sur un dispositif budgétaire.
ça sera une très bonne nouvelle. Et qu'on ait la même chose en Europe avec une présidence allemande du Conseil européen qui arrive à dégager un consensus entre la Pologne et le reste de l'Europe pour enfin accoucher du plan européen. Les mauvaises nouvelles pour les marchés, elles touchent principalement au risque pandémique, c'est-à-dire une troisième vague qui, malgré la phase de vaccination, se redessine. Elle touche évidemment à un risque émergent, inflationniste. Pour l'instant, on ne le voit pas venir, mais on peut quand même lever cette incertitude, n'est pas négligeable. Quand tu vois les mouvements, notamment sur le Bitcoin et autres actifs, il y a quand même une crainte subliminale sur une modification du régime de l'inflation. Et enfin, dernier point, c'est d'avoir cru dans la nomination de Joe Biden une accalmie définitive sur le front commercial entre l'oncle Sam et l'Empire du Milieu. Il n'est pas impossible qu'au cours de l'année 2021, on revoie ressurgir des tensions commerciales, tout simplement parce qu'on a une croissance économique mondiale qui est de plus faible ampleur que ce qu'on a connu sur les décennies passées, et que les tensions, la rivalité qui s'inscrit entre les États-Unis et la Chine est une rivalité centenaire, et que quelle que soit la présidence, on changera peut-être la cosmétique des relations diplomatiques entre les deux régimes politiques, mais le fondamental, la relation commerciale risque d'être tendue, et là, à ce moment-là, les marchés redécouvriront ce risque majeur. Bon, merci en tout cas. Point de vue signé Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier, à bientôt. À bientôt.